Ma mère ne baissa pas la voix. Elle posa sa cuillère, me regarda droit dans les yeux et dit « Ta sœur vient vivre ici avec ses 2 enfants. Tu dois partir. Espèce de parasite. » Le mot résonna sur la table plus fort que l'assiette qu'elle repoussa. Je clignai des yeux. « Tu plaisantes, n'est-ce pas ?» Elle rit. « Non, je suis sérieuse. » Henri ne leva pas les yeux. La lumière au-dessus de nous vacilla, comme si elle comprenait quelque chose que je ne comprenais pas. La chaise de mon père resta vide. Ma place dans cette maison disparut avec elle. Je ne protestai pas. Je ne craquai pas. Je restai assise là, ma main se rafraîchissant contre la vitre, anticipant déjà le silence qui allait suivre. La première fois que j'ai compris ce que signifiait avoir une place dans ma famille, j'avais 9 ans. Ivy avait renversé du jus sur le tapis du salon, une tache vive s'infiltrant dans les fibres. Et avant même que le liquide ne cesse de s'étaler, la voix de ma mère déchira l'air. « Elena, va chercher des serviettes. » Ivy se tenait derrière elle, les doigts secs et propres cachés dans son dos. J'ai nettoyé jusqu'à avoir mal au bras. Personne ne m'a remercié. C'était le schéma de mon labeur, de son innocence. Au début, cela ne me dérangeait pas. Les enfants ne nomment pas leur rôle. Ils les vivent, tout simplement. Mais les années ont aiguisé les aspérités. Ivy est devenue la fille vagabonde. Les crises accumulées ne ressurgissaient que lorsqu'elle était attendue en récompense. Je suis devenue celle qui restait calme, stable, utile, la fille qui comblait les vides pour que personne ne les remarque. Quand mon père est tombé malade, ce schéma s'est durci. J'ai appris à réchauffer la soupe sans le réveiller, à plier le linge dans le couloir sombre pour que la machine ne perturbe pas son repos. Ivy appelait parfois, promettant des visites qui se concrétisaient rarement. À sa mort, elle arrivait juste le temps de pleurer sur l'épaule de notre mère et repartait avant même que les plats ne refroidissent. Je suis restée, non par devoir, même si ce mot me poursuivait, mais parce que le silence s'était déjà installé dans mes journées. Ma mère errait dans la maison comme un fil ténu, fragile d'une manière qu'elle n'exprimait jamais, et je comblais le vide à ses côtés. Je la conduisais à ses rendez-vous, gérais les factures, préparais les repas, rangeais ses médicaments. Je me répétais que c'était temporaire, que le deuil avait besoin d'un soutien. Les mois se sont transformés en 3 ans. Pendant ce temps, la maison nous paraissait de plus en plus petite. La lumière jaune de la cuisine bourdonnait toujours faiblement, celle au-dessus de l'évier vacillant presque tous les soirs. La porte du placard en bois ne fermait plus correctement depuis que la charnière s'était desserrée. Je réparais les petites choses sans qu'on me le demande, ce genre d'entretien qu'on ne remarque que lorsqu'il cesse. Ma mère ne s'en apercevait que lorsqu'Ivy appelait. C'étaient ces rares nuits où le vieux téléphone sonnait brusquement et où sa voix s'illuminait d'une façon qui ne m'était jamais arrivée. Elle fermait la porte de sa chambre et j'entendais le doux rythme de son rire dans le couloir. Ensuite, elle revenait plus légère, agitée, déplaçant presque des objets dans la maison, comme si elle se préparait à une visite. Elle ne l'a jamais confirmé. Un jour, j'ai retrouvé mon album photo d'enfance, empilé dans le garage, les pages légèrement gondolées par le froid. Elle ne se souvenait pas de l'avoir rangé là. Pourtant, je me suis dit que je me faisais des idées. Les familles sont meurtries par le chagrin. Elles se reconstruisent tant bien que mal. Mon rôle était de les soutenir. Ce dont je me souviens le plus de ces années-là, ce n'est pas l'épuisement. Ce sont les moments de calme. Nous deux, à manger de la soupe au comptoir de la cuisine, la lumière tamisée car la lumière vive aggravait ses maux de tête. Elle posait souvent la main sur la table, comme pour en tâter la température. Ces soirées étaient presque paisibles. Mais les habitudes ne se brisent pas d'elles-mêmes. Elles s'accentuent. Un après-midi, en rentrant plus tôt que prévu, je l'ai trouvée en train de trier mes vêtements dans ma commode, de les plier soigneusement comme si elle les préparait pour un autre voyage. Je ne lui ai rien demandé. Elle n'a rien dit. La pièce sentait légèrement la lessive et le froid. Elle regardait l'espace vide qu'elle avait créé dans le tiroir, sans me regarder. Ce jour-là, j'allais plus tard comprendre que ma place n'avait jamais vraiment été la mienne. C'était un mercredi soir, une de ces soirées tranquilles où la maison retrouve généralement son bourdonnement habituel. Je venais de rentrer du travail, mon sac encore sur l'épaule, l'air froid s'accrochant à mes manches. Ma mère était debout au comptoir avec 2 tasses, la vapeur s'élevant entre nous. Un instant, j'ai cru qu'elle m'attendait. Puis elle a parlé. Yves a appelé, a-t-elle dit d'un ton presque désinvolte.
Elle revient. Elle et les enfants ont besoin d'un endroit stable. Sa voix était calme, presque récitée. J'ai posé mes clés. Le métal a cliqueté sur le carrelage. D'accord, ai-je dit lentement, attendant la suite. Un truc sur le réaménagement des chambres, la création d'espace, quelque chose de raisonnable. Mais elle ne m'a pas regardé en continuant. Elle prendra ta chambre. Les mots sont tombés nets, sans emphase, comme une petite note administrative qu'elle aurait oublié de mentionner plus tôt. J'ai senti le poids familier du silence s'installer dans ma poitrine. Je vis toujours ici, dis-je. D'un ton neutre, comme un simple constat. Ma mère finit par se tourner vers moi. Son expression resta impassible. Tu as 33 ans, Elena. Il est temps que tu prennes ta vie en main. Ivy ne peut pas s'occuper de 2 enfants toute seule. Ils ont plus besoin de cette maison que toi. Il n'y avait aucune malice dans sa voix, juste la certitude tranquille de quelqu'un qui énonce une règle que je supposais déjà connue. Mais quelque chose en moi bascula, comme si le sol s'était affaissé sous mes pieds. Tu plaisantes, n'est-ce pas? M'entendis-je dire. Les mots sortirent plus doucement que je ne l'aurais voulu, presque un souffle. Elle rit. Pas un rire étouffé, pas un rire fort, juste un rire dédaigneux. Non, je suis sérieuse. La tasse qu'elle tenait à la main tinta légèrement contre le comptoir, un son trop aigu pour le silence de la pièce. Henri entra par le couloir, puis, nous jetant un coup d'œil entre nous, il approuva sa décision d'un signe de tête, comme si c'était la sienne depuis le début. Personne ne me regarda. Personne n'attendit ma réaction. À cet instant, les années se condensèrent en un instant. Les coups de téléphone à huis clos, le déplacement de mes affaires, les brochures laissées sur la table, le rangement silencieux des tiroirs. Rien de tout cela n'était fortuit, tout convergeait vers ce moment. Je restai immobile, la main à plat sur le comptoir froid, respirant profondément pour apaiser le poids qui pesait sur mes côtes. Je vois, furent mes seuls mots. Et c'est alors que la partie de moi qui avait passé ma vie à m'adapter s'arrêta enfin. Je ne fis pas mes valises ce soir-là. Je ne claquai pas les portes, je n'exigeai aucune explication. Je fis comme toujours dans cette maison. Je me déplaçai silencieusement, écoutant les bruits entre les bruits, le bourdonnement du radiateur, le léger cliquetis de la lumière du couloir. Ma mère rinçant sa tasse comme si notre conversation n'avait laissé aucune trace. Je restai assise à la table de la cuisine longtemps après qu'elle soit montée. La chaise en face de moi, celle que mon père occupait, me semblait incroyablement vide. Ce vide m'apaisa. Il me rappela le pouvoir du silence lorsqu'il est enfin choisi, et non imposé. Au matin, j'avais un plan. Je me suis réveillée avant l'aube. Le ciel était encore d'un bleu profond au-dessus du quartier. Mes gestes étaient réguliers, presque rituels. J'ai préparé une petite théière, non pas pour me réconforter, mais pour y voir plus clair, et j'ai posé mon sac sur la table. À l'intérieur, j'ai commencé à ranger les documents importants. Mes papiers d'identité, les paiements que j'avais effectués pour la maison pendant 3 ans, les factures réglées, les justificatifs des réparations payées. Papier après papier, chacun étant un registre d'invisibilité. À 6h12, j'ai ouvert l'ordinateur portable dans la pénombre et je me suis connecté au compte commun que ma mère et moi utilisions pour les dépenses du ménage. Mes doigts ne tremblaient pas, mais quelque chose en moi a fait un geste ancien, un réflexe las. Les chiffres sont apparus lentement, ligne après ligne, jusqu'à ce que je voie à nouveau ce retrait irrégulier. De l'argent parti sans un mot. Non pas la somme elle-même, mais l'idée sous-jacente que ce que j'avais gagné lui appartenait et qu'elle pouvait en disposer à sa guise. J'ai expiré une longue et calme inspiration. Puis, en quelques clics, j'ai ouvert un nouveau compte bancaire dans un autre établissement. Le transfert de mes économies restantes s'est fait discrètement, presque doucement, un simple déplacement de virgule numérique, mais j'ai eu l'impression qu'une porte se refermait doucement derrière moi. À 7h, la maison s'était réveillée. J'ai entendu les pas d'Henri dans le couloir, puis ces 2 raclements de gorge sonores. Il le faisait toujours avant d'entrer dans une pièce. Je ne l'ai pas salué. Au lieu de cela, je suis restée debout au comptoir, à trier des reçus dans des dossiers. Il m'a observé un instant, puis est passé sans me demander ce que je faisais. Cette indifférence m'a été plus utile qu'il ne le pensait. Elle a confirmé à quel point j'étais devenue invisible et combien il était facile de partir quand personne ne me regardait. Avant de partir travailler, j'ai fait lentement le tour de la maison. Je n'étais ni nostalgique, ni triste.
Je rassemblais des informations, scrutant l'espace comme je scrute des tableurs. La charnière d'un placard qui branlait, le courant d'air près de la porte de derrière, la pile de courriers sur la console, adressée pour la plupart à moi. Toutes ces petites tâches qui avaient permis à cet endroit de fonctionner silencieusement comme une machine, sans que personne ne s'en aperçoive. Je les ai tous laissés où ils étaient. Au bureau, je n'ai pas parlé de la veille. Au lieu de cela, pendant ma pause déjeuner, je suis sortie prendre l'air et j'ai appelé Adèle. L'avocate que Mera m'avait recommandée des mois auparavant, en plaisantant sur le fait que j'avais besoin d'une protection juridique vu le fonctionnement de ma famille. À l'époque, j'avais ri. Maintenant, son numéro était comme une bouée de sauvetage. La voix d'Adèle était calme et posée, attentive aux détails. Je lui ai dit l'essentiel. Elle a posé des questions pertinentes. J'ai répondu à chacune d'elles, me sentant de plus en plus précise à chaque phrase. Tu as beaucoup contribué au foyer, a-t-elle dit. Consigne tout. Garde les documents accessibles. Et Elena, ne pars pas sans préavis, sauf si c'est ton choix et selon tes conditions. Mon choix, ai-je répété, laissant ces mots résonner en moi. De retour à mon bureau, le plan était clair. Le soir même, j'ai commencé à faire mes valises, non pas dans des cartons, mais par étapes. J'ai procédé lentement, méthodiquement, comme on plie un manteau d'hiver. J'ai commencé par l'essentiel, rangé bien en vue, les livres fermés, le dossier des paiements. Je n'ai pas suffisamment perturbé la pièce pour que quiconque s'en aperçoive. Chaque objet placé dans mon sac ou ma valise a été choisi avec soin, sans laisser de traces de mon départ. Plus tard dans la soirée, tandis que ma mère et Henri regardaient la télévision au salon, je suis passé discrètement devant eux, mes clés à la main. « Tu travailles tard ?» a demandé ma mère sans quitter l'écran des yeux. « Oui », ai-je répondu. Ce n'était pas un mensonge. Je travaillais sur la partie de ma vie qu'elle n'avait plus le droit de modifier. Je suis allé en voiture chez Mera, où elle m'attendait avec son humour pince sans rire habituel et 2 boîtes de rangement qu'elle insistait pour que je lui prête. « Tu ne fuis pas », m'a-t-elle dit. « Tu te réappropries ta vie. » Ces mots ne m'ont pas réconforté. Ils m'ont éclairé. Pendant les 3 jours suivants, j'ai construit une sorte d'architecture du départ, à ma façon. Pendant mes pauses déjeuner, j'ai visité de petits appartements dans les quartiers les plus tranquilles de Seattle. Chacun était un espace vierge, libre de toute attente héritée. Vendredi, j'ai signé le bail d'un 2 pièces avec de grandes fenêtres et une vue sur les arbres plutôt que sur les passants. Cette simplicité était comme une bouffée d'oxygène. J'ai pris rendez-vous avec un serrurier pour samedi matin. Je n'en ai parlé à personne. Chaque soir, la vie reprenait son cours comme si de rien n'était. Ma mère parlait de l'arrivée prochaine d'Yvet, des couleurs de peinture et de l'emplacement des lits des enfants. Henri faisait remarquer que ces transitions étaient saines. J'écoutais sans répondre, sirotant de l'eau à table, laissant leurs projets se dérouler. Autour de moi, comme une météo lointaine. Ils ne remarquaient pas la façon dont je les observais, comme on observe un lieu qu'on s'apprête à quitter. J'observais le rythme de leurs conversations, les silences, les petits jeux de pouvoir, ma mère insistant sur une certaine marque de céréales, Henri réglant le thermostat sans demander mon avis. Ces petites dominations m'avaient autrefois irrité. Maintenant, elles m'instruisaient. Elles me montraient à quel point ma vie avait été vécue à travers le prisme d'autrui. Vendredi soir, la maison était inhabituellement calme. Ma mère s'était couchée tôt. Henri regardait la télévision à faible volume. Je suis restée au pied de l'escalier pendant une longue minute, une main sur la rampe. C'était ma maison depuis des années. Elle avait abrité mon épuisement, mes soins, mes espoirs discrets que l'effort mène à un sentiment d'appartenance. Mais l'appartenance n'avait jamais fait partie de l'accord, seule l'utilité comptait. Je suis montée, j'ai rempli le dernier sac, je l'ai fermé calmement, puis je l'ai posé à côté de la porte. Pas de théâtre, pas de déclaration, juste le sentiment d'avoir accompli quelque chose. À l'aube du lendemain matin, le ciel encore pâle, ma mère est partie. Je suis allée chercher Ivy et les enfants à l'aéroport. De ma fenêtre, j'ai regardé sa voiture quitter l'allée, les feux stop clignotant une fois avant de s'éteindre. Quand le silence est retombé dans la rue, j'ai expiré. La maison était enfin à moi, je pouvais la quitter comme il se doit. Et le premier pas de ce départ fut simple. J'ai ouvert la porte d'entrée, laissé l'air froid envahir le couloir et attendu l'arrivée du serrurier. Tony, le serrurier, est arrivé pile à l'heure.
La lumière froide du matin faisait briller les outils métalliques à sa ceinture, chacun scintillant comme une décision prise en silence. Il n'a pas posé beaucoup de questions, s'est contenté de confirmer qu'il fallait changer les portes, a hoché la tête une fois et s'est mis au travail. Les vieilles serrures se sont détachées dans un grincement sourd, un bruit qui ressemblait à celui du papier peint qu'on arrache d'une maison qu'on n'habite plus. Quand il a eu fini, le soleil avait percé l'horizon, réchauffant l'allée en fines rayures. Il m'a tendu les nouvelles clés. Leur poids était net, rassurant. Tout est en sécurité maintenant, a-t-il dit. Parfait, ai-je répondu. Et c'était le cas. Jonah est arrivé quelques minutes plus tard avec sa camionnette. Nous avons chargé le dernier. Des morceaux de ma vie, la bibliothèque de mon père, 2 valises, le sac avec les documents, dans la benne du camion. Sans précipitation, sans panique, juste un mouvement, régulier et définitif. Une fois terminé, je suis resté un instant sur le seuil, observant la maison comme on observe un inconnu de l'autre côté d'une pièce. Des contours familiers, aucune chaleur. Nous sommes arrivés à mon nouvel appartement. Les murs étaient nus, l'air immobile, les fenêtres baignées d'une douce lumière hivernale. Nous avons posé les meubles. Un miroir est arrivé avec les courses et une lampe. Pour la première fois depuis des années, j'avais l'impression d'être chez moi. Ce moment a duré exactement 9 minutes. Mon téléphone s'est allumé sur le comptoir. D'abord une vibration, puis une autre, puis une salve. Maman appelle. Maman appelle. Maman appelle. Puis un SMS. Pourquoi tu n'ouvres pas? La clé ne marche pas. Qu'est-ce que tu as fait? Un autre appel. Puis un troisième. Je n'ai pas répondu. Le silence de l'appartement absorbait le bruit comme pour me protéger. Quand je suis finalement rentré à la maison, je me suis garé de l'autre côté de la rue. Leurs valises étaient empilées sur le trottoir. Le Porsche. Ivy faisait les 100 pas avec ses enfants, assise sur les marches, frissonnante. Henri s'acharnait sur la poignée, la secouant de plus en plus fort. La voix de ma mère montait par brèves rafales frénétiques. La panique avait effacé toute élégance de son allure lorsqu'elle m'a vu arriver. Le soulagement dans ses yeux n'a duré qu'une seconde avant que la colère ne les envahisse. Elena, ouvre cette porte immédiatement. Je me suis arrêtée au bas des marches. Ce n'est plus ma responsabilité. Qu'est-ce que ça veut dire? S'exclama Ivy, les bras croisés, comme si la scène sur le perron était de ma faute. Je brandis le dossier. Paiement, facture, contribution, tous les justificatifs des années où j'avais géré la maison en leur absence. Ce dossier détaille tout ce que j'ai géré et tout ce qui m'est dû. Vous trouverez un avis écrit à l'intérieur. Je n'habite plus ici et je n'entretiens plus rien. On ne change pas les serrures comme ça, aboya Henri. Si, je peux, répondis-je simplement. Et je l'ai fait. Le visage de ma mère se décomposa, non pas de chagrin, mais sous le choc de la prise de conscience que ses certitudes s'étaient effondrées. Elle regarda les enfants, puis Ivy, puis de nouveau moi, comme si elle cherchait la personne qui s'excusait avant même de savoir ce qu'elle avait fait de mal. Elle fait toujours ce que je lui dis, murmura-t-elle. Pas à moi. Elle toujours, mais plus maintenant. J'ai posé le dossier sur la rambarde du Porsche et j'ai reculé. Leur voix s'élevait derrière moi, se chevauchant, exigeant des éclaircissements, exigeant le contrôle. Mais les serrures étaient déjà changées. La décision était déjà prise. Et le silence qui m'a suivi jusqu'à ma voiture était le premier silence depuis des années qui m'appartenait entièrement. Le premier matin dans mon nouvel appartement semblait irréel, comme si l'air lui-même avait été réécrit. La lumière se répandait sur le parquet en longues rayures ininterrompues. Pas de pas au-dessus de ma tête, pas de porte d'armoire qui claque, pas de voix qui m'appelle du bas des escaliers, juste le calme, un calme total, rien qu'à moi. J'ai préparé du café sans me presser. La tasse a réchauffé mes mains, et le silence s'est installé autour de moi comme une pièce qui expire enfin. L'étagère de mon père se trouvait près de la fenêtre, le grain du bois captant un léger éclat. Pendant des années, elle avait été coincée entre des boîtes de rangement et des manteaux oubliés dans la vieille maison. Elle semblait l'avoir attendue. Je me suis approché d'elle, laissant mes doigts se poser sur le bord. Les rainures étaient familières, comme pour retenir des livres. La silhouette d'une vie qui, jadis, semblait si stable. Dans la cuisine, la bouilloire teintait en refroidissant. Dehors, la ville s'éloignait, douce, feutrée,
respectueuse. Les documents que j'avais remis la veille étaient soigneusement rangés dans un tiroir. Les nouvelles clés étaient accrochées à un crochet près de la porte. Chaque objet paraissait insignifiant pris individuellement, mais ensemble, ils formaient une vérité tranquille. Le chaos que je portais ne m'appartenait plus. Pour la première fois depuis longtemps, je n'appréhendais plus la prochaine demande, la prochaine critique, le prochain changement d'humeur. Mon corps aperçut la différence avant même que mon esprit ne la réalise. Mes épaules se sont relâchées. Ma respiration s'est approfondie. Le nœud sous mes côtes s'est dénoué, puis a disparu. Je suis sorti sur le balcon, laissant l'air frais du matin caresser mon visage. Les voitures vrombissaient au loin. Une plante solitaire, sur la rambarde, se penchait vers la lumière. Rien de dramatique ne s'était produit. Ni grandes excuses, ni confrontations dramatiques, ni retrouvailles soudaines, juste de l'espace. Et dans cet espace, une vie qui avait enfin la place de commencer. Certaines portes se ferment avec. D'autres fois, un claquement de porte, d'autres fois, un tour de clé. Mais celles qui comptent le plus sont les portes que l'on apprend à fermer doucement, celles qu'on ferme sur les attentes, sur les habitudes, sur cette version de soi-même qui s'est trop longtemps cantonnée à des espaces qui ne nous ont jamais fait de place. Partir n'était pas une punition. C'était la lucidité. Une limite tracée non pas dans la colère, mais dans la sérénité. Et dans le calme qui a suivi, j'ai enfin entendu quelque chose qui m'avait échappé. Pendant des années, ma propre vie s'est déroulée sans mon consentement. Si cette histoire vous a touché, restez près de moi.